Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture du mois de juin 2025. Au programme 7 lectures, des romans contemporains, des romans classiques, un thriller et une autobiographie. Voilà, je me lance tout de suite, c'est parti. J'ai lu Les Grands Cerfs de Claudie Hunzinger. L'autrice allemande relate dans ce roman sa passion pour les cerfs, l'animal, alors qu'elle vit de manière isolée avec son compagnon dans les Vosges. J'ai été très emballée par le début, la plume, les réflexions, vraiment j'étais avide de lire. La suite m'a paru bien aussi, mais c'est un peu particulier parce qu'elle se concentre uniquement sur donc les cerfs, puisqu'elle a décidé de les suivre pendant l'époque du Brahme. Et donc elle fait un livre sur l'affût, l'approche des cerfs. Elle évoque aussi la chasse, réfléchit là-dessus. Je pense donc qu'il faut être quand même intéressé par ce genre de passion, sinon honnêtement, passez votre chemin. Mais j'ai gardé un bon souvenir de lecture en tout cas. J'ai pris une énorme claque avec un court roman français paru très récemment, c'est Les Dragons de Jérôme Collin. L'auteur livre une sorte de témoignage brut et bouleversant. Alors le sujet, ce sont les grandes souffrances des adolescents poussés à l'extrême jusqu'à l'hôpital psychiatrique et même au-delà. Le personnage principal, Jérôme, va rencontrer de nombreuses personnes qui vont lui permettre des prises de conscience et aussi donc vont lui apporter une aide salvatrice. Parmi ces personnes et ces prises de conscience, on y trouve une jeune fille suicidaire qui souffre énormément. Et donc ainsi, Jérôme, le personnage, va donc découvrir l'importance de l'amour. On y revient toujours et c'est extrêmement fort. Mais il est question aussi de l'importance de la littérature, la lecture, l'écriture, de comment il est nécessaire de soulever des sujets profonds, cruciaux. Jérôme Collin réussit à mettre des mots sur un sujet extrêmement important, avec une justesse, une humanité, une sagesse même, sans jamais aucun ornement littéraire particulier, et je trouve ça vraiment très impressionnant. Et puis il soulève aussi des problèmes cruciaux de société que j'ai trouvé vraiment d'une grande justesse. Bref, j'ai été bouleversée, j'ai trouvé ça brillant, je vous invite vraiment à lire ce texte. Après Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo avait choisi de clore cette série d'œuvres en triptyque avec Les Travailleurs de la mer, que j'ai donc lu. Les Travailleurs de la mer, c'est très semblable dans ses personnages, ses valeurs, sa construction aux deux précédents romans. Cette fois, le récit se déroule à Guernesey, donc une île que Victor Hugo connaissait très bien puisqu'il y a vécu en exil pendant très longtemps. Et après une introduction très détaillée sur la région, comme Hugo sait le faire, il a choisi donc de se concentrer cette fois sur la mer. Comme à son habitude, Victor Hugo prend le temps de faire des descriptions précises, de mettre beaucoup de références très érudites. Et sa plume reste absolument géniale. C'est l'histoire de Gilliatt, un homme simple, bon, juste, très touchant, qui s'est épris d'une jeune femme et dans le but de gagner sa main, il est prêt à affronter toutes les tempêtes en mer ainsi que tous les dangers. Je pense qu'il faut aimer le grand large pour apprécier ce roman, mais je pense aussi qu'on ne peut être qu'ému par ce personnage de Gilliatt, par son caractère, son tempérament, sa personnalité. Ce que j'ai préféré, c'est la fin, d'une puissance incroyable. Je suis vraiment très contente d'avoir pris le temps, d'avoir pu lire ce roman d'un auteur que j'estime autant, qui est absolument, voilà, qui m'impressionne énormément. Alors maintenant, ça me donne envie d'aller à Guernesey et je vais essayer de réaliser ce petit rêve probablement cet été. J'avais envie de retrouver le style de Virginia Woolf que j'affectionne beaucoup et j'ai donc lu Vers le phare.
C'est un récit sans en être un. Une suite d'événements qui peuvent paraître anecdotiques, mais en fait d'une grande poésie, avec des réflexions profondes, existentielles, où chaque objet, chaque image a son importance, comme ce phare distant qui veille, qui est une sorte de destination sans cesse refusée. Comme dans Mrs. Dalloway, on retrouve vers le phare le fameux flux de conscience choisi par Woolf, et un langage particulier qui berce, je trouve, si on décroche un petit peu de la deuxième lecture possible des textes de Woolf. Et donc, outre la question de l'existant, dans ce roman, Woolf choisit de faire une sorte de portrait de parents. Et en fait, elle s'est inspirée des siens. C'est un texte qui m'a touchée. Comme je vous disais, j'affectionne beaucoup le style de cette autrice britannique absolument incontournable. Je trouve qu'elle sait écrire sur les petites choses et en même temps, elle arrive à faire transparaître tout l'invisible, toute la prégnance infinie de l'existence. Sinon, j'ai lu un classique, un incontournable pour les amoureux de livres et de littérature. C'est 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. C'est un échange épistolaire authentique entre Helen Hanff, donc, qui était américaine, scénariste, dramaturge, écrivaine, avec des libraires d'occasion à Londres, avec son interlocuteur privilégié Frank Dowell, qui est donc libraire chez Marks & Co. au 84 Charing Cross Road. C'est un livre absolument envoûtant et délicieux. Une des choses qui a fait que j'ai particulièrement apprécié cet échange de lettres, qui fait qu'une centaine de pages, hein, c'est assez court, c'est les références à la littérature classique britannique. Je suis très, très attachée à cette littérature et c'était vraiment, vraiment, vraiment super de retrouver toutes ces références. Et puis aussi, il y a beaucoup d'humour. J'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Ces échanges débutent en 1949, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et Helen Hanff va envoyer des denrées en fait aux libraires parce que à l'époque il y avait énormément de restrictions. Les échanges de lettres vont durer une vingtaine d'années, et voilà, je suis sous le charme, mais alors complètement. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, vraiment, jetez-vous dessus, c'est super, c'est incroyable. Alors, un mélange de thriller, policier. Le Dieu des bois de Liz Moore a eu un immense succès aux États-Unis tout récemment et il a attiré mon attention. Dans ce roman, nous voyageons parmi des temporalités différentes dans un même endroit. Au nord-est des États-Unis, la forêt des Adirondacks, une forêt réputée si dense qu'on s'y perd facilement et souvent fatalement. Il y a une riche demeure habitée par une famille extrêmement fortunée, les Van Laar, qui tiennent énormément à leur image. Et à côté, il y a un camp de vacances pour les préados fortunés qui s'appelle le camp Emerson, qui appartient aussi à la même famille. Dans une première temporalité, on a en 1961 le jeune fils des Van Laar, Bear, qui se perd dans la forêt probablement, et en tout cas qui disparaît. Et cette affaire dramatique marque vraiment les esprits. Et dans une deuxième temporalité, en 1975, nous sommes toujours au même endroit, cette fois au camp Emerson, un été où il y a plein de personnages divers et variés, on aura d'ailleurs plusieurs points de vue. Et là, c'est un autre événement dramatique qui se produit. Cette fois, c'est la sœur aînée de Bear, Barbara, qui a 13 ans, qui disparaît elle aussi, à nouveau. L'enquête est menée majoritairement par une jeune femme de 26 ans, une policière, ce qui était très rare en 1975 d'avoir des femmes policières. Et elle va se faire remarquer positivement par ses collègues notamment, bien qu'ils soient plutôt très machos. L'autrice nous embarque dans un récit qui est assez complexe, je trouve, mais où on ne se perd jamais, et je l'ai dévoré, ça se dévore. Je comprends donc le succès de ce roman très bien construit, captivant. Et puis il y a le regard sur la situation des femmes de l'époque que j'ai trouvé appréciable.
on ne peut que être touché par la situation des femmes à l'époque, même en 1975. Enfin bref, c'est un livre que je recommande totalement si vous aimez les thrillers, les enquêtes. Toujours dans mon désir de lire davantage Edgar Morin, qui a été une immense révélation pour moi, j'ai donc voulu lire son autobiographie, Mes démons, qui est paru en 1994. Dans ce livre, il revient sur sa naissance, ses parents, mais aussi ses diverses influences littéraires comme cinématographiques, et aussi son engagement politique, l'évolution de sa pensée politique, puis son engagement dans la résistance aussi, hein, alors qu'il était adolescent. Bref, il propose un large portrait, riche en réflexions, avec un regard sur les différentes pensées qui furent les siennes, leurs évolutions. Et puis il embrasse toujours avec humilité sa propre humanité. Il remet en question beaucoup de choses. C'est très très intéressant. On comprend petit à petit comment sa méthode, sa fameuse méthode a pris forme. Et il revient aussi sur le communisme, puisqu'il a été militant communiste, chose qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus du tout le cas. Il revient aussi, il affirme sa position pro-palestinienne, malgré enfin, il réfléchit aussi beaucoup sur son identité, ce qu'il appelle son maranisme. Il a des origines juives. Bref, j'ai trouvé que c'était un texte absolument passionnant qui en fait met en lumière son esprit, sa vie, mais son esprit aussi que je trouve toujours aussi fascinant. Donc pour conclure, vraiment d'excellentes lectures pour ce mois de juin que je vous recommande chaleureusement. J'ai lu en parallèle pas mal d'essais philosophiques tout à fait passionnants aussi, mais je me dis que ça vous intéresse peut-être moins. Je fais donc le choix dans mes vidéos de plutôt me concentrer sur les romans. J'espère que cela vous convient. Dans 2 semaines, je vous proposerai une vidéo à nouveau, un peu politique, mais qui restera en lien avec la littérature, bien évidemment. Mais d'ici là, je vous souhaite un très bon début d'été, malgré la grosse chaleur, et je vous dis à bientôt!